Classe de notre Product Council Sea Change Décarbonation, ULI France. Comme vous le savez, nous avons lancé une initiative européenne Sea Change et nous avons Alexandra qui est en charge notamment chez ULI Europe de cette initiative d'un point de vue pan-européen afin d'accélérer et de mobiliser encore plus et encore plus vite notre industrie sur la décarbonation. Donc nous sommes ravis aujourd'hui de vous recevoir et d'organiser cette masterclass avec le Product Council, donc ULI France, co-animé par Eric et Jiwon qui sont présents. Vous le savez, la décarbonation est une des 3 priorités de ULI dans le monde. Donc vous le trouverez partout en fil conducteur dans ce que nous faisons, que ce soit dans nos différentes conférences, dans nos tables rondes et également dans nos groupes de réflexion, donc dans notre Product Council. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir donc deux personnes d'Urban Institute Europe. Donc c'est pour vous montrer aussi la dimension aussi de cette initiative qui a été donc créée en France par Eric et Jiwon qui vont présenter aujourd'hui leur livre blanc. Donc ça a été créé à peu près il y a 1 an et demi de mémoire avec l'aide de Laurence et d'un certain nombre d'acteurs qui sont très actifs chez Urban Institute et surtout qui veulent vraiment se saisir et qu'ils se saisissent de ce sujet depuis pas mal de temps. Ce webinaire, c'est très intéressant quand je regardais la liste des participants. C'est vraiment l'image de notre réseau. Nous sommes un réseau multidisciplinaire. Donc là, il y a des personnes qui travaillent tant chez des investisseurs, chez des consultants, chez des conseils. Nous avons des acteurs de l'expertise. Donc là, je disais bonjour à Marie. Nous avons des notaires également, des avocats. Bienvenue à ceux qui ne sont pas membres du réseau, parce que j'ai cru voir qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas membres. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre afin de parler de ces sujets-là et de faire avancer notre industrie. Et sans plus attendre, et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur le réseau, mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Eric, coprésident de ce council avec Jiwon, afin de vous présenter. Donc nous avons 8 councils en France et donc celui-là en est un parmi les 8 autres. Eric. Oui, merci Mélanie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va être plusieurs en fait à faire cette petite présentation. L'objectif de la présentation là, alors c'est pas de rentrer dans le détail du livre blanc parce qu'en fait, vous l'avez peut-être déjà lu ou en tout cas, vous aurez évidemment le lien pour y accéder. C'est vous de le présenter en fait suffisamment sommairement pour que vous puissiez en fait avoir une idée de ce qu'il représente. Notre objectif, c'était, outre partager effectivement les points principaux, c'était aussi de voir dans quelle mesure vous-même, vous pouvez vouloir participer, enrichir en fait ce document qui en fait n'est pas juste un document statique, mais qui est plutôt un processus d'enrichissement lié en fait aux contributions de chacun des membres tout au long des besoins en précision, en expérimentation. On verra qu'on envisage un certain nombre d'études de cas justement pour approfondir et faire vivre ce livre blanc jusqu'à avoir une prochaine version en juin 2025. Donc déjà avec toute l'équipe, donc avec Jiwon qui est la coprésidente, Laurence qui est extrêmement active, et puis tous les membres en fait donc qui ont participé à la production de ce livre blanc qui a commencé effectivement il y a environ 1 an et demi. Donc c'est déjà un grand remerciement pour toute cette contribution, parce qu'on le fait voilà sur nos moments de disponibilité, parfois un peu tard le soir, mais en tout cas ça permet de nous poser les bonnes questions et c'est ce qu'on va un petit peu présenter en fait aujourd'hui. Donc, j'en dis pas plus. Juste que la justification globale, juste en un slide, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ben voilà, l'immobilier aujourd'hui est confronté à un risque d'impact de dépréciation dû à ce qu'on appelle l'obsolescence carbone. Il y a même, vous voyez, selon les différentes études qui ont eu lieu, en fait, des gestionnaires d'actifs qui pensent que ça peut aller jusqu'à plus de 25% de dépréciation. Et par ailleurs, l'immobilier, c'est un gros consommateur de matières premières, c'est un gros producteur de déchets et c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial. Alors, on a les chiffres en fait officiels au niveau planétaire, mais c'est pas une fatalité justement. Ça peut être un gros voilà, acteur source d'impact négatif, mais en corrigeant ça,
on peut justement avoir des impacts, sinon réduits, voire positifs. Donc c'est un petit peu ça tout l'objectif du PC, du produit de consul décarbonation, c'est de voir comment on peut effectivement arriver voilà, à passer d'une vision en fait négative à une vision réduite en termes d'impact, voire positive. Ouais, je laisse la parole à Jiwan si tu veux. Merci. Bonjour à tous et toutes. Dans le cadre de notre conseil produit accès sur immobilier commercial en France, nous avons défini quatre objectifs principaux. Premièrement, nous voulons analyser les réglementations ESG spécifiques au secteur immobilier pour garantir la conformité et alignement stratégique. Deuxièmement, nous explorons des solutions pratiques pour réduire l'empreinte carbone des actifs immobiliers commerciaux. Et troisièmement, nous étudions comment ces indicateurs influençant la valorisation et les flux de trésor actualisés des biens immobiliers, tout en intégrant stratégiquement la durabilité dans la prise de décision pour garantir un alignement interne et externe. Et dernièrement, enfin, nous présentons, nous voulons travailler dans le sujet de concret pour intégrer des principaux ESG dans le secteur pour savoir. Pour la première étape, nous avons couvert trois objectifs et créé trois groupes de travail pour fournir une analyse approfondie sur les parties prenantes clés, les locataires, les solutions, ainsi que les indicateurs ESG et financiers. Cela a été réalisé grâce à la participation de bandes individuels motivés issus de l'industrie. Grâce à ces échanges dynamiques, nous avons pu compléter notre livre blanc. Nous sommes maintenant à la deuxième étape qui consiste à réaliser plusieurs mini-études cas et nous adapterons également la structure de conseil produit pour garantir que ces études de cas soient menées et tenant compte de votre intérêt et de motivation. Je te laisse parole à Laurence. Bonjour à tous, ravie de faire ce webinaire. Donc, comme le disait Jiwan, on s'est un peu réparti le travail en se concentrant sur trois aspects qui nous paraissaient un peu essentiels dans la réflexion sur comment décarboner l'immobilier et quels leviers et puis quelles opportunités en termes de création de valeur. Et donc, j'ai eu la chance de m'occuper du groupe de travail concernant les locataires. Puisque, évidemment, ça n'échappe à personne, mais les utilisateurs de nos immeubles, et pour les besoins du groupe de travail, on s'est plutôt concentré sur l'immobilier d'entreprise. Mais effectivement, les locataires aujourd'hui sont évidemment, et enfin l'ont toujours été, au centre du jeu. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir qu'est-ce que vaut la décarbonation de l'immobilier pour les locataires. Donc, ce qu'on a regardé, et c'est ce qui est décrit dans le livre blanc, on a déjà regardé en termes d'obligations réglementaires, tout simplement, à quoi les locataires sont soumis. Puisque en fait, nos utilisateurs, qui ne sont pas forcément des acteurs de l'immobilier, sont évidemment soumis aux mêmes réglementations, et notamment en matière d'empreinte carbone, que les réglementations auxquelles nous, acteurs de l'immobilier, sommes nous-mêmes soumis dans le cadre de nos activités économiques. Donc nos locataires sont évidemment soumis à la CSRD, sont évidemment soumis à la taxonomie, sont évidemment soumis également au fait de devoir fournir des informations concernant leur bilan des émissions de gaz à effet de serre, le BGES. Et donc, de ce point de vue-là, et dans le cadre du groupe de travail, on a vraiment mis en lumière le fait que côté locataire, donc côté demande finalement, côté client, l'immobilier pouvait avoir un vrai rôle à jouer dans la décarbonation et les trajectoires de décarbonation des locataires. Et donc, toute la question qu'on s'est posée, c'est finalement, petit 1, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour aider et pour servir nos locataires sur le plan de leur décarbonation.
via l'outil immobilier. Et puis, comment valoriser auprès des locataires cet effort de décarbonation. Et juste pour vous donner un chiffre, mais on voit que l'immobilier peut représenter de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Alors après, ça dépendra évidemment du type d'activité du locataire. Hein. Quand on est une entreprise qui travaille dans l'industrie lourde, on va avoir évidemment un bilan carbone lié à son occupation immobilière qui est probablement plus faible qu'un bilan carbone lié à l'immobilier d'une entreprise du secteur des services. Mais on voit que ça peut représenter 10 ou plus en termes de pourcents de l'empreinte carbone d'une société annuelle. Et donc, en fait, c'est pas un petit montant. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous, acteurs de l'immobilier qui devons faire nos efforts pour décarboner notre parc, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut transformer ça finalement en une opportunité pour nos locataires de façon à ce qu'ils puissent, eux, le valoriser dans leur réflexion concernant leur schéma directeur immobilier, leur stratégie d'implantation, etc. Donc, ce qu'on met en avant dans le livre blanc, c'est que l'immobilier, ça peut permettre aux locataires, ça peut être un vrai outil de décarbonation. D'abord, d'un point de vue quantitatif, évidemment, puisque si on arrive à réduire les émissions carbone liées à l'immobilier, et quand je parle d'immobilier, je parle bien évidemment de l'immobilier sur son cycle de vie, donc à la fois la partie construction, mais aussi la partie exploitation. Donc, ce qui correspondrait en fait au scope 1, scope 2 pour le locataire et scope 3 sur la partie liée au carbone embarqué, donc notamment tout le carbone lié aux matériaux de construction utilisés. Donc ça, on peut, dans un effort de décarbonation, on peut offrir aux locataires une quantification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc ça va venir directement influencer son bilan d'émissions de gaz à effet de serre à lui, et donc servir sa trajectoire. Deuxièmement, et ça c'est ce qu'on met en exergue également dans le livre blanc, on voit que décarboner, ça peut aussi vouloir dire pour le locataire offrir des réductions de charges, et notamment sur la partie consommation énergétique, d'être capable donc de réduire les consommations énergétiques pour nos locataires. Et ça, aujourd'hui, on voit que de plus en plus de locataires vont avoir tendance à le valoriser et à regarder en fait leur occupation immobilière en coût total immobilier, donc pas seulement en regardant le loyer chargé des charges de partie commune, mais vraiment en regardant le loyer, les charges de partie commune et les charges privatives, donc en ce compris les consommations. Et puis, et enfin, la décarbonation et être capable d'offrir aux locataires des immeubles bas carbone ou décarbonés, c'est aussi permettre en fait à des entreprises de s'établir dans des lieux qui sont une forme de manifeste pour leur propre engagement environnemental vis-à-vis de tout leur écosystème, que ce soit leurs collaborateurs, que ce soit tous leurs partenaires. Et donc, c'est également une sorte de levier, je dirais, un peu de soft power, si on peut dire ça comme ça, pour l'entreprise, au-delà de l'aspect quantitatif qui est là et qui existe. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on décrit dans le livre blanc. Et puis, je disais en préambule que tout ça implique évidemment une collaboration très étroite entre bailleurs et preneurs. Et donc, on met en avant dans le livre blanc tout un tas d'idées sur ce que les bailleurs pourraient offrir en fait aux preneurs, de sorte que le preneur, déjà, comprenne, mesure et puis du coup valorise tous ces efforts de décarbonation que les bailleurs font et qui ont évidemment un coût, hein, puisque derrière c'est évidemment des investissements et dont il faut assurer une forme de rentabilité. Donc dans ce qu'on propose, c'est par exemple de systématiser l'utilisation de simulations énergétiques dynamiques des bâtiments quand il s'agit de commercialiser des immeubles, de façon à ce que le preneur puisse avoir une idée de son coût total immobilier,
c'est être capable de quantifier les émissions de gaz à effet de serre, donc vraiment de leur donner en fait le kilo de CO2 par mètre carré des mètres carrés qu'ils prennent à bail. C'est également être capable de dresser une sorte de limite un peu claire et tangible entre ce qui relève de leurs émissions de gaz à effet de serre et ce qui relève des émissions de gaz à effet de serre du bailleur. C'est les comités verts, c'est l'acculturation des collaborateurs, et puis c'est aussi l'accompagnement des preneurs dans la bonne définition de leurs travaux d'aménagement preneurs. Donc ça peut être le réemploi quand on a un locataire qui part, qui laisse des choses sur place, et avec un nouveau locataire qui arrive et qui du coup va pouvoir réutiliser une partie et donc dans son scope 3 avoir beaucoup moins de CO2 que pour un aménagement neuf. Voilà, donc il y a tout un travail de coordination et donc l'idée là cette année c'est de continuer à réfléchir sur ces pistes et puis de voir si on peut creuser un ou deux ou trois axes pour avoir, comme l'expliquait Eric et Jiwon, des études de cas un peu plus précises. Voilà. Merci Laurence. Donc ça, c'était un petit peu presque le cahier des charges un petit peu qui a émergé lors du Product Council. Donc du coup, on s'est posé la question des solutions. Donc vous verrez aussi qu'on a pas mal décrypté la réglementation, donc de manière assez pédagogique parce que c'est très touffu. Donc ça fait partie aussi du livre blanc. Ce qui a émergé très fortement, donc on va être sur un sujet un peu plus technique, mais vous inquiétez pas, pas trop. C'est que finalement, les solutions en matière de calcul, ce qu'on appelle le carbone opérationnel, scope 1, scope 2, sont relativement maîtrisées. Voilà, il s'agit de connecter des données énergétiques de consommation, factures, compteurs, etc. Et puis de travailler sur plus de sobriété d'usage, d'efficacité énergétique au niveau des équipements, de déploiement d'équipements à base de solutions ENR, etc., d'un pilotage plus fin et plus intelligent en fait, pour pouvoir justement optimiser finalement la consommation et donc le carbone associé pour permettre ensuite de répondre à, voilà, à toutes ces conformités réglementaires et faire évoluer le portefeuille vers davantage de décarbonation comme le précisait précédemment en fait Laurence. Donc du coup on s'est dit où est-ce qu'on peut, on a creusé du coup la partie plus carbone embarqué, carbone incorporé, embodied carbone, qui est donc finalement le carbone qui est associé aux matériaux constitutifs du bâtiment. Donc que ce soit au niveau de la fabrication des produits, que dans leur installation, que dans leur gestion et plus tard en fait leur recyclage ou leur fin de vie. Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, aujourd'hui, la réalité, c'est justement parce qu'on a bien optimisé la partie ou davantage optimisé la partie opérationnelle carbone, qu'aujourd'hui, la partie scope 3, en tout cas celle qui concerne l'embodied carbone, c'est plus de 60% de l'empreinte carbone totale d'un bâtiment pour un bâtiment neuf de type bureau. Donc, et là, on sait voilà, qu'il y avait un trou qu'on a essayé de remplir. Et finalement, on s'est dit où aller chercher l'information. On s'est rendu compte, je vais en parler dans un instant, bah, que du coup, il faut maîtriser son patrimoine, inventorier ses ressources, gérer ces ressources-là dans le temps, pendant la vie du bâtiment, faire ces mesures au fur et à mesure d'évolution du bâtiment, et puis décarboner. Euh, donc, Laurence citait quelques pistes tout à l'heure, par le réemploi, par l'éco-conception des bâtiments, puis la gestion des ressources pendant la vie du bâtiment. Ce qui est apparu aussi très nettement, souvent on parle beaucoup de CAPEX, on dit voilà, les CAPEX, voilà, il ne faut pas hésiter à devoir faire un effort en matière de CAPEX, mais par contre en matière d'OPEX, en fait, voilà, il faut le minimiser. C'est vrai, bien sûr, mais l'OPEX dépend beaucoup du CAPEX, surtout que maintenant, on va juger en fait le fonctionnement d'un bâtiment, sa performance carbone et ESG sur la base des choix qui auront été faits en amont en matière d'OPEX. Donc, ce qui est apparu très clairement, c'est que quand on déconstruit un bâtiment, donc en France, on doit faire, vous le savez, un diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, pour pouvoir en fait optimiser le réemploi, dont une partie va peut-être intégrer le bâtiment, donc voir l'espace d'aménagement du locataire. C'est des solutions qu'on a commencé à esquisser dans le livre blanc de réemploi de choses qui ont été éventuellement laissées par le locataire précédent qui peuvent être une source intéressante avec tout le temps des calculs d'indicateurs, donc aussi bien sortant, donc qu'est-ce que j'ai économisé comme CO2, comme déchets, etc. Ou dans le bâtiment éco-conçu et construit, en fait, au contraire, qu'est-ce qui est rentré dans le bâtiment, qui a été réemployé, qui est avec sa part de recyclé, avec ses empreintes carbone, etc. Donc toute cette partie-là amont, on va dire, mais il y a aussi, on l'a vu aussi, toute la partie aval, puisqu'une fois que le bâtiment est livré, bah, c'est important de livrer le bâtiment et ses données. Ça, c'est quelque chose qui est apparu très fortement
pour décarboner, il faut avoir de la donnée depuis la déconstruction d'un bâtiment jusqu'à sa rénovation, ou a fortiori pour les bâtiments neufs, et derrière, en fait, dans leur exploitation. Donc, et ça d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, c'est de dire, OK pour les bâtiments en rénovation ou en construction, mais quid des bâtiments existants qui font partie de mon patrimoine? Ben là aussi, il faut commencer en fait à pouvoir inventorier les constituants de ce patrimoine-là pour avoir là aussi, savoir quelle est la base zéro en termes de carbone, notamment pour pouvoir décarboner. Donc, si on ne sait pas d'où on part, ça va être compliqué d'être neutre en carbone au bout d'un certain temps. Puis le bâtiment qui vit ici, parce il y a de la maintenance, il y a des petits travaux, là aussi, comment il évolue et comment au fur et à mesure de son évolution, on peut abaisser son empreinte carbone jusqu'à tendre vers la neutralité carbone. Donc les points principaux qui ont ressorti, c'est que le scope 3 aujourd'hui, c'est vraiment important de prendre en considération sur la base réelle de ce qui est mesuré sur la base des constituants du bâtiment. Donc évidemment, si on est sur des bâtiments bois, etc., on va avoir plein d'intérêts en fait et plein de retours positifs, y compris la démontabilité du bâtiment et bien sûr son empreinte carbone amoindrie, voire négative. Donc ça demande de connaître le portefeuille immobilier. Ça demande aussi de connaître le scope 3 des locataires, c'est ce que disait Laurence tout à l'heure. Donc, du coup, on peut en parler lors du comité vert. On ne parle pas uniquement de la consommation énergétique, mais également, finalement, de la, si je puis dire, des émissions de l'empreinte CO2. Ça peut permettre d'offrir des nouveaux services pour aider les locataires à décarboner donc leur patrimoine parce qu'ils ne sont pas forcément autant sachants que les propriétaires. C'est important du coup de pouvoir caractériser, c'est ce qu'on a vu aussi, il y a une loi, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la loi ESPR, qui a été votée en juin dernier, qui veut dire Eco Design for Sustainable Product Regulation, donc qui est applicable en France depuis juin, dans lequel il y a cette notion de passeport numérique produit qui va être obligatoire à partir de 2027 pour tous les produits hors alimentaires, qui vont permettre d'avoir toutes les informations environnementales, ESG, qui permettent de réparer un produit et donc y compris ce qu'on appelle les FDES ou les EPD actuellement en termes d'information carbone, pour pouvoir caractériser les actifs existants ou futurs des bâtiments. Et donc, il y a un nouveau métier qui a commencé à émerger, dont on a parlé en fait dans le livre blanc, c'est ce métier de ressources manager, qui est finalement la personne ou le service qui va gérer les ressources en fait depuis la déconstruction d'un bâtiment jusqu'à sa construction et ensuite son exploitation. Et c'est quelque chose on commence à se poser des questions sur où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il se trouve sur l'échelle property manager, etc. Donc là aussi, vous aurez des informations dans le livre blanc. Que les labels, c'est bien, mais ça ne suffit plus parce que finalement, un bâtiment, c'est un métabolisme lent, mais c'est un métabolisme qui évolue. Donc, c'est important d'avoir la data, de la digitaliser, de pouvoir en fait suivre finalement l'évolution du parc au fur et à mesure de sa transformation. Que derrière, en fait, pour pouvoir éco-concevoir des bâtiments bas carbone, il faut être capable de choisir des produits, par exemple, à travers leur passeport. Enfin, il s'agit de pouvoir favoriser le réemploi parce que du coup, donc on fait baisser là aussi cette empreinte carbone et puis de gérer ces produits pendant la vie du bâtiment. Euh, on a en fait partagé maintenant au niveau de ULI donc une mine urbaine qui favorise le réemploi avec l'Union sociale pour l'habitat, avec l'association des directeurs immobiliers, dont je dirai deux mots dans un instant, qui permet justement de pouvoir industrialiser le réemploi, parce que sinon c'est très compliqué et souvent déceptif si on n'a pas justement une masse d'acteurs qui ont des besoins et de ressources usagées bien caractérisées suffisantes. Et puis finalement, ce qui est ressorti vraiment du livre blanc, c'est cet besoin indispensable de collaborer et de finalement réarticuler un petit peu le mode de fonctionnement et de mettre en visibilité, Laurence a parlé un petit peu vis-à-vis des locataires, la performance carbone et ESG d'un bâtiment pour que ce soit en fait, voilà, que le locataire puisse prendre ses décisions en fonction de son écosystème. Donc là, ce qui permet de décarboner, ça c'est décrit dans le livre blanc aussi, c'est justement l'éco-conception, concevoir des bâtiments caractérisés, conçus selon des concepts bâtiments banque de matériaux, avec des produits désinstallables, des systèmes démontables. Donc cette flexibilité qui permet du coup de préparer finalement le réemploi du futur, si je puis dire, d'avoir des banques digitales ou des jumeaux numériques, peu importe, en fait, des matériaux qui permettent de pouvoir gérer finalement les matériaux dans le temps et pas uniquement la livraison avec un DOE statique qui ne vit plus derrière. De manière ensuite, des moments où on a des passeports qui donnent des informations et des quantités, générer les indicateurs automatiquement. Et puis quand on a des ressources usagées, d'être capable justement de pouvoir créer des écosystèmes en identifiant par exemple à travers une mine urbaine ou autre chose, en fait, des écosystèmes de réemploi de matières premières secondaires avec des gens qui sont intéressés, qui vont exprimer des besoins en réemploi
ou exprimer des besoins en matières premières secondaires tels que les fabricants, par exemple. Oui. Ça, c'est le principe de la mine urbaine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on pourra en reparler lors d'un atelier qu'on a prévu en janvier si vous avez des questions spécifiques. Mais en gros, typiquement, les membres de l'USH, de l'ADI ou de ULI qui sont intéressés à partager le diagnostic PEMD, qui sont issus des déconstructions, bah, du coup, ils peuvent être accédés par eux-mêmes en interne, leurs architectes, sur d'autres chantiers ou in situ, et puis aussi d'autres membres de l'USH, ULI en fait, ou ADI et des fabricants pour pouvoir du coup les consulter, déclarer des besoins et pouvoir créer donc du coup exprimer des besoins. Dans cette mine urbaine, on a aussi la possibilité de pouvoir fédérer des places de marché. Donc, tout ça permet de centraliser finalement à la fois l'offre et la demande. Et à travers ce nouveau métier de ressources management que je parlais tout à l'heure, aider un petit peu d'IA, de pouvoir faire le lien entre l'offre et la demande, et puis de boucler des écosystèmes pour pouvoir concrétiser finalement le réemploi ou le recyclage des matières usagées et de calculer des indicateurs en fait de déchets évités, CO2 évité, de bilan hydrique et de bilan économique. Voilà. Ce soit un exemple, il y en a d'autres en fait évidemment qui sont disponibles et que vous trouverez en fait dans le livre blanc. Mais là, on passe assez rapidement et je te laisse la parole, Jiwon, pour la partie indicateur. Merci. Tout au long de notre collaboration au sein de groupes de travail, nous avons participé à discussions rigoureuses, défiant et échangeant des idées pour évaluer l'impact financier et identifier des stratégies concrètes. L'avantage remarquable de ULI réside dans sa portée internationale combinée à des perspectives locales ainsi que la diversité des profils au sein du secteur immobilier. Cette diversité nous empêche de tomber dans l'autoconformation, nous incite à aborder des problèmes sous des angles et des priorités variées pour développer des solutions pratiques. Comme vous voyez, le décès est le reflet des décisions commerciales et les choix derrière les chiffres ne racontent pas toujours toute l'histoire. Au sein du groupe de travail, il y a un consensus sur le fait que les rédactions Brown Discount sont plus concurrents que les primes verts de Green Prime. On entend souvent dire que les acteurs de valeur ajoutée, value add player ou les pétrodollars ou le capital Hong Kong ne priorisent pas du tout la durabilité ou ESG comme le font les Européens, traitant les investisseurs, l'investissement connexe comme de simples coûts sans voir les gains de valeur. Ce qui conduit à l'inaction ou à suivre simplement le legs de l'offre et de la demande sur les programmes de FI ou de CAPEX. Cependant, la performance durable, bien qu'elle puisse affecter les profils de rendement, aide à prévenir l'obsolescence future de la valeur. Dans le marché actuel, les acheteurs ont plus de leviers pour négocier en fonction des caractéristiques de durabilité et des données. Notre dispositif capture ce qui se passe sur le marché, des primes de loyer vert anecdotiques dans les emplacements de premier choix et une attraction accrue des locataires dans les zones moins prisées pour ceux qui sont conscients de la durabilité. Cela impacte légèrement les taux d'actualisation du coût du capital et du CAPEX pour répondre aux besoins du marché. L'autre jour, en fouillant les rapports de valorisation d'un actif en Europe, j'ai remarqué des mentions d'impact potentiel dû au SFDR et EU taxonomie et aux réglementations locales sur le carbone, bien qu'il manque encore de preuves de marché pour quantifier ces impacts. Mais je trouve que cette étape vise à anticiper les impacts futurs de ces réglementations. Il y a 10 ans, il était difficile de voir le carbone opérationnel comme autre chose qu'un gazette technique. Aujourd'hui, il est intégré dans le prix. Nous pensons que le carbone incorporé, embodied carbon, suivra une voie similaire, poussée par les réglementations européennes. Les technologies émergentes, la demande du marché et les signaux politiques qui appellent à un capital éclairé pour l'investissement à faible intensité du carbone. C'est excitant car cela vous place en position de leader en explorant et faisant des allocations de capital éclairé qui intègrent la durabilité dans la prise de décision. Cependant, on trouve que la simple collection de données ne suffira pas à accélérer la décarbonisation de l'industrie.
ce n'est que le premier pas. Ce qui est crucial, ce sont les actions collaboratives à travers la chaîne de valeur et les décisions stratégiques basées sur les données de durabilité. Pour réaliser de véritables progrès, l'industrie immobilière doit revenir aux fondamentaux, comprendre véritablement vos actifs et prioriser les indicateurs de durabilité comme efficacité énergétique ou la réduction empreinte carbone aux côtés à la performance financière. En alignement continu tant en interne qu'en externe est essentiel. Par exemple, bien que le carbone opérationnel soit souvent considéré comme couvert et maîtrisé, il est crucial de s'engager avec des parties prenantes claires comme les locataires. Mais comment s'assurer que les professionnels de la gestion de ressources ou gestion de PM Property Manager qui sont en première ligne en face des locataires sont suffisamment compétents et aussi alignés en termes de financement pour mener cette stratégie ensemble. Même avec toutes les technologies en place, elles sont finalement utilisées par des humains. Ainsi, une approche holistique est nécessaire pour aligner également les chaînes de valeur en aval. Notre livre blanc présente des recommandations des clés. Ça veut dire qu'on doit mesurer les émissions de carbone, y compris embodied carbon et operational carbon, sur l'ensemble du cycle de vie. Et on peut aussi voir que ULI, ils ont déjà publié sur le sujet de carbon pricing. C'est une manière aussi, c'est un utile d'aligner externe et également interne. Je pense qu'on doit aussi monitoriser comment ça évolue. Et il y a d'autres outils pour aligner. C'est un important aspect pour mener cette stratégie concrète. Au-delà des motivations philosophiques ou basées sur la foi, la performance durable offre des orientations opérationnelles pour les choix éclairés et favorise le dialogue à travers des chaînes de valeur, impactant à la fois résultats financiers et de durabilité. Maîtriser et agir des données de durabilité diverses sur le potentiel de fonction du bâtiment. Notre livre blanc jette les bases pour une exploration plus approfondie, entrant davantage de considérations sur le sujet comme le risque climatique, la résilience, les mesures d'adaptation et les coûts d'assurance à travers de mini-études de cas. À partir de cette présentation, nous espérons recruter davantage de membres intéressés par l'évaluation de défis et exploration de solutions à travers de mini-cas ensemble. Merci. Je te donne la parole. Merci Jiwon, Merci, parce que Jiwon. je sais que Merci, cet Jiwon. exercice n'était pas facile pour toi en français. Donc merci beaucoup pour ton effort. Oui, oui, Jiwon, en fait, c'est notre passerelle en fait anglaise en plus avec ULI Europe et le Sea Change. Donc c'est une vraie chance de l'avoir en tant que coprésidente en fait et elle nous apporte énormément. Encore merci. Et aussi un autre merci en fait pour justement à notre prochain intervenant en fait qui est Redouane Benzerouk en fait qui est directeur ESG de Ofi Invest Real Estate parce que c'est aussi grâce à Ofi qu'on a mené la première étude de cas qui a permis justement de pouvoir valider, mesurer en fait des idées qu'on avait autour de la table en tant que groupe et qu'on a mis dans le livre blanc. Mais encore une fois, comme je dis, tout ça en fait, c'est dynamique, c'est amené à évoluer, à être enrichi. Et donc, ben, c'est un plaisir de recevoir en fait Redouane. Donc, si tu veux un peu enfin, nous présenter peut-être sans doute les ambitions d'OFI en matière ESG, puis nous parler un petit peu de cette étude de cas. Tu veux bien? D'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, Très merci bien. Eric. En tout cas, de me permettre d'intervenir dans ce webinaire. Je me reconnais beaucoup, en tout cas, je reconnais la stratégie ESG d'OFI au sein de tout ce qui a été dit. Et justement, je voulais, au-delà de l'étude de cas, peut-être expliquer la logique pour laquelle on a adopté ce cas. Donc, on aborde chez OFI la stratégie ESG sur 5 piliers. Rapidement, un développement de thématiques stratégiques, et vous l'avez rappelé, hein, la décarbonation,
la préservation de la biodiversité, la data ESG qui est, je pense, qui a échappé pour personne, qui est importante, et évidemment favoriser le réemploi, euh, l'économie circulaire. Deuxième pilier, la sensibilisation et la responsabilisation des équipes en interne. Vous l'avez dit en filigrane, en fait, favoriser l'information au sein d'une société, c'est important pour avoir des relais opérationnels, que ce soit en AM, PM, mais en fait, c'est au bout de toute la chaîne, hein. On ne peut pas dire qu'une équipe ESG au sein d'une société est suffisante pour avoir le relais et le résultat opérationnel que tout le monde attend. Et c'est pas l'IA, etc. vont aider, mais c'est des outils. Euh, Troisième pilier, c'est l'exigence à l'investissement. Et ça rejoint ce que disait Jiwan sur la clarté de nos critères ESG c'est-à-dire son applicatif, hein, j'en reviendrai, et la définition de nos exclusions, l'application sur le patrimoine existant. Pour certains, lorsqu'on a un patrimoine très très important, c'est un défi, hein, ça devient de l'industrialisation pour essayer d'améliorer la performance ESG, notamment via des grilles ESG pour noter nos actifs, mais pas pour le plaisir de les noter, mais pour faire évoluer leur performance ESG. Et bien sûr, tout ça dans un cadre d'une gouvernance où, ce que je disais tout à l'heure, l'intégration de l'ESG au sein des équipes pour mieux performer et pourquoi pas mettre des vétos ESG, ce qu'on a mis en place, par exemple, lors des investissements. Après, c'est une autre chose, c'est facile de le mettre en place, décider de l'appliquer, c'est des critères à affiner. Euh, Tout ça dans un contexte qui vous a pas échappé, dans un cadre réglementaire en perpétuelle extension, interprétatif, évolutif. Enfin, merci. Ça rend complexe la matière et donc il faut la décrypter. C'est un peu le rôle de tous. Et aussi dans une industrie où la data est complexe à capter. Alors sur la partie énergétique, carbone, on commence à avoir de l'aisance. Et sur le scope 3, tout le sujet de l'étude de cas, c'est compliqué. Et pourquoi on s'est intéressé à ce cas-là? Parce qu'il parle effectivement du scope 3. Il coche pas mal de cases pas mal de cases par rapport à notre stratégie, l'innovation, capter de la data, booster le réemploi parce qu'on a tous fait du réemploi, mais dans nos opérations, mais ce qui a manqué, enfin en tout cas, j'allais pas dire chez nous, chez la majorité, j'espère, c'est la traçabilité de ce qui a été fait tout au long des années. Et donc, un outil qui permet de tracer, c'est quand même important. Et pour ce POC qu'on a fait avec Upcyclea, on a sélectionné quatre actifs, deux actifs existants et deux actifs en restructuration slash rénovation pour justement tester tout le processus de boost de réemploi. On peut en parler à la slide d'après, peut-être, avec l'aide d'Eric, qui nous a accompagnés dans le déploiement de la solution. Oui, oui, merci Redouane. Oui, en fait, là, ce que Redouane voulait présenter, en fait, c'était à la fois la partie, on l'a vu, il y a deux bâtiments en fait en service, en fait, donc Wagram et Goujon, en fait, où on s'est posé la question de comment récolter de la donnée, donc faire un inventaire de la donnée, mais à un coût en fait compétitif. C'est ça la difficulté. Et donc on a vu qu'il était possible en fait par l'analyse documentaire, quelques petits outils et éventuellement une visite qui n'est pas forcément nécessaire, de reconstituer finalement le patrimoine de bâtiment à hauteur de 85% et 95% s'il y a une visite. Du coup, grâce à les dispositifs de passeport, en fait, de pouvoir caractériser, une fois qu'on a les quantités d'un côté et les données carbone et ESG de l'autre, bah, c'est très facile d'ailleurs, du coup, de pouvoir faire des calculs d'embodied carbone, d'intensité carbone, voire des calculs de santé, de taux de réemploi, etc., qui peuvent exister dans le bâtiment ou de part de recycler, parce qu'on a toute la data. C'est exactement ce que tu disais, Redouane, c'est acquérir la donnée et puis derrière, du coup, on peut la manipuler, on peut utiliser des méthodologies, qu'elles soient françaises, européennes, anglaises ou autres. Je pense à l'aéro 2020, je pense à RICS en Angleterre ou LCBI.
au niveau européen qui permet du coup de pouvoir générer des indicateurs par bâtiment, par patrimoine, de voir leur évolution dans le temps. Donc finalement, de vous permettre de gérer votre feuille de route en ayant une vision patrimoniale et pas uniquement bâtiment par bâtiment, Ridwan, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. En fait, on s'est beaucoup posé la question, et tu le sais, Eric, sur le fait d'évaluer le point zéro, hein, du carbone existant, au-delà du carbone injecté. C'est vrai qu'il y a le biais d'utiliser à ce jour des passeports numériques, mais encore faut-il le pratiquer pour en attendant des passeports meilleurs, j'espère, à la livraison. Et tu citais la loi qui obligeait les fournisseurs de matériaux qui donnerait de plus en plus d'éléments pour quantifier ce carbone. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de carbone, mais tu citais aussi d'autres éléments, les éléments nocifs à l'intérieur des matériaux, c'est important, etc. La quantité d'eau, hein, on oublie souvent qu'un matériau ou matériel, équipement nécessite aussi de l'eau. Ça permet aussi de voir l'eau évitée. Donc c'est comment partir du boost du réemploi et de l'économie circulaire, mais aussi en tirer des indicateurs. euh, en tout cas exploitable, communicable, et après visant à améliorer, hein. Le but final, c'est pouvoir être éclairé. C'est-à-dire tant qu'on est aveugle, on fait des choix, ah bah, du coup à l'aveugle, hein, désolé. Mais avoir des datas permettra d'influencer le choix de la construction future. Ouais. Moi, je trouvais que c'était intéressant, tu parlais de base zéro, c'est-à-dire de point de départ, c'est-à-dire comment on peut construire une feuille de route de décarbonation si, par exemple, on n'a pas déjà mesuré cette empreinte carbone et on a vu que si c'est relativement bien fait, vous êtes bien équipé chez OFI, vous avez des outils qui vous permettent de remonter des valeurs d'opérationnel carbone, mais aujourd'hui, sur la partie embodied carbone, jusqu'à présent, vous manquiez de données pour pouvoir faire ça. Et c'est quand on a la somme des deux que du coup, on a sa base zéro, comme tu l'appelles, et que derrière, on peut commencer à piloter une stratégie de décarbonation Non, derrière, je quoi. pense qu'effectivement, ça parle à tout le monde de se dire, enfin, on s'est tous beaucoup intéressés aux émissions carbone, et les émissions, c'est l'énergie, hein, donc capter la donnée, calculer les émissions, mais c'est mettre de côté ou planquer sous le tapis tout le scope 3 de la Mhm. construction, et enfin, à un moment ou un autre, on nous demandera de rendre des comptes sur le carbone injecté. C'est bien de l'éviter sur les émissions, mais si Mhm. pour gagner Mhm. baisser l'émission, il nous faut injecter plus de carbone, à un certain moment, ça coince. C'est ça. Et juste, il y a un truc intéressant ici, là, vous voyez, là, oui, peut-être pas parce que c'est petit, mais là, on est sur le bâtiment de Goujon. Et ce qu'on nous avait demandé, justement, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a eu un inventaire qui a été fait sur Goujon, mais il y a des actions, évidemment, de rénovation qui étaient prévues, etc. Et de se dire qu'est-ce qui se passe, en fait, si, est-ce qu'on peut voir une différence entre voilà, le bâtiment actuel et le bâtiment, on va rénover un peu de la toiture, un peu de ceci. Bon, il y avait en gros un cahier des charges de rénovation. Ben ça, on peut typiquement, en fait, en remplaçant des produits qui ont été inventoriés par les futurs produits qui seraient évidemment bas carbone, etc., sélectionnés, voir quel impact on peut avoir au niveau du carbone incorporé, de l'intensité carbone, etc., assez immédiatement. Et ça permet du coup de faire ce que tu avais indiqué, d'avoir de la donnée pour piloter finalement et faire des choix même de CAPEX, justement, pour pouvoir combiner les euros et puis l'impact carbone. Et l'autre aspect qui a été regardé aussi, toujours dans l'étude de cas, c'était la partie justement, pour le coup, restructuration sur le bâtiment Tempo, où là, l'idée, c'était de voir en fait comment, en faisant avec tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit les AMO, les maîtrises d'œuvre, etc., de déconstruction, mais aussi les architectes pour la partie conception, voir comment en fait, c'est pas tout de faire un PMD et une source de coût, mais comment ce PMD, ce diagnostic, peut permettre en fait de faire la traçabilité, enfin d'abord de pouvoir conduire à du réemploi avec la traçabilité dont tu parlais tout à l'heure en fait.
Tout à fait. Donc là, Donc typique. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est vrai que tu en parles mieux comme moi, hein. C'est la création de tous les écosystèmes comment dirais-je, de ce qui peut être récupéré. Alors, évidemment, moi j'en parle concrètement, un architecte, enfin l'équipe maîtrise d'ouvrage, ils ont comme input de faire du réemploi, etc. Tout ça dans un timing serré parce que le temps c'est de l'argent, donc un peu compliqué. Et du coup, le faire, c'est bien. Il y a une multitude d'acteurs. Si on arrive à les concentrer au même endroit, ça peut créer de l'efficacité. Et quand ça marche et on a des résultats, bah, ça permet de monitorer et d'où la traçabilité. On a fait plusieurs opérations historiques, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où on était tout fiers de se pouvoir sortir un chiffre sur ce qu'on a décarboné, comment dirais-je, sur une opération. C'est bien, c'est magique, mais aujourd'hui, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de garder cette trace. Et comme le disait, je crois, Jiwan, en plus, il y a des têtes pensantes qui pensent à nous faire payer ce carbone. Donc, si on en a la trace, ça peut valoir de l'argent, ou en tout cas en éviter. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, me dit Mélanie, donc on va juste conclure en fait. Donc oui, ce qui est intéressant là-dedans, et c'est ça la dynamique aussi collective dont on parlait tout à l'heure depuis le début, et c'est vraiment ressorti très fortement du livre blanc, c'est non seulement de caractériser les ressources donc, qui sortent d'un bâtiment, mais c'est aussi de caractériser les besoins en réemploi, en matières premières secondaires, au sein d'OFI dans ces chantiers, ou entre foncières ou avec des bailleurs, etc. Donc le fait de partager ces ressources-là permet de démultiplier les chances de pouvoir connecter l'offre en ressources usagées avec la demande et donc de savoir en fait quels sont par exemple ces gisements-là qui vont permettre, moyennant peut-être transport, peut-être stockage en fonction des dates de besoin, etc., de pouvoir créer finalement à la fois une équation en termes de quantitatif, mais également même de prix et de timing, jusqu'à pouvoir, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, générer déchets évités, CO2 évités, économiser, et puis le bilan économique qu'on retrouve ensuite voilà, dans les reportings qu'on va ressortir en fait en matière de flux sortant, d'eau économisée, ce que tu disais, d'eau préservée, en fait, ce que tu disais, Redouane, qui est hyper important, déchets évités, de CO2 évités, et puis le bilan économique aussi, de l'argent que ça rapporte, ou les économies que ça fait faire, qu'on est capable, en fonction des choix que l'on fait, selon les écosystèmes candidats, en fait, de pouvoir générer non pas des déchets, mais des revenus ou des économies. Voilà, donc je crois qu'il nous reste. Oui, c'était pour montrer ce qui était important dans ce qu'a partagé en fait Redouane et ce que nous, on a vraiment. On aimerait insister là-dessus, en fait, ça nous a énormément aidé, en fait, énormément fait progresser. C'est si vous avez d'autres études de cas qui vous intéressent, en fait, des points que vous souhaitez creuser, eh ben, c'est l'occasion de dire, ben voilà, de sponsoriser. Alors, je ne parle pas d'argent, juste d'être moteur sur une étude de cas particulière. Là, par exemple, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a des questions sur comment monétiser la performance carbone, la performance ESG. Donc, on a commencé, il y a un petit groupe qui s'est constitué, qui n'a pas encore de moteur, mais on sait que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, si c'est le cas, dites-le nous, en fait, par exemple, parce que ça permet concrètement de faire de la finance durable, hein, de comment, en fait, finalement, quel impact ça peut avoir sur les loyers, l'attractivité auprès des locataires, des investisseurs, etc., du fait d'avoir une performance carbone et ESG. Donc, ça fait partie des choses qu'on veut lancer sur la base des besoins réels que vous tous pouvez avoir ou vos collègues à travers ces mini-études de cas thématiques. Mini-études, ça veut dire 3, 4 mois. Ce n'est pas un truc qui va prendre 2 ans parce qu'un objectif, c'est de sortir une deuxième version du livre blanc en juin 2025 qui intégrerait en fait ces éléments-là. Donc, on vous invite, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre lors d'un atelier qui se tiendrait en fait le 31 janvier à 11 heures pour parler des cas que vous souhaitez explorer. Le fait de nous rejoindre au sein du produit de consul décarbonation, en fait, bah, évidemment, vous êtes plus que bienvenus pour approfondir nos connaissances, apporter des solutions qu'on n'aurait pas identifiées. Vous retrouvez ici le lien en fait voilà, vers le livre blanc. Et voilà, c'est un petit peu le moment des échanges, en fait, ou des questions que vous pourriez avoir. Donc, il nous reste une dizaine de minutes, donc 10-15 minutes, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Donc, ben, je crois que Mélanie, tout le monde voilà, est prêt à partager, à échanger. Allez-y, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques, des questions, des propositions? Alexandra? Oui, toi? Je te demande de réagir. Je te vois sur mon écran, Alex. Bonjour à tous. Non, bah, moi, j'ai participé avec Eric et Ji-won et toute l'équipe à la rédaction du premier livre blanc. Donc, pas plus de commentaires que l'équipe. La monétisation va être effectivement un sujet intéressant et important parce que Mm. ça reste toujours compliqué dans un contexte très, très, très difficile de Mhm. Ouais, bien sûr. La monétisation et le portage, enfin le dispatch, c'est ça, entre les différents acteurs, tu veux dire, hein? C'est ça? Non, c'est le fait aujourd'hui, quand on met 1 euro dans le SG, on ne le retrouve pas forcément dans la valo. D'accord. Mm. Ok. Et ça, c'est vrai de vrai. Et on le voit vraiment aujourd'hui quand on a tous commencé à faire des CAPEX ESG au cours de ces dernières années, qu'on arrive un peu mieux à les décrire et donc à les présenter, que ce soit à nos différents tiers. Et pour l'instant, malheureusement, le retour n'est pas évident. Donc, c'est compliqué en prise de décision, en sachant que nos gros sujets, je pense, c'est surtout quand même le bureau. Et que voilà, que c'est pas l'actif le plus facile. Donc ça va être vraiment assez important de voir. Et puis de voir aussi un peu comment toutes les subventions, l'ADEME, etc., Mm. peut aussi nous aider parce que voilà, il y a d'autres choses aussi et de voir comment on peut travailler avec cela. Et j'ai une remarque ou une question par rapport justement à évoquer le bureau. Est-ce que l'idée c'est d'étendre là, pour les prochaines étapes à d'autres types d'immobilier, je pense c'est résidentiel, centres commerciaux et logistiques pour ceux qui pourraient rejoindre le groupe en fait. Est-ce que l'idée c'est de continuer sur plutôt bureau ou est-ce que c'est d'étendre? Alors en fait, on n'était pas forcément au bureau, Charles. Non, c'est vrai qu'il y avait les hôtels de ce que j'avais en mémoire, mais il m'avait semblé quand même que c'était beaucoup appuyé. Enfin, les exemples qui ont été cités là sont Mm. surtout tertiaires. C'est pour ça que Dans le case study d'Ofi, Ouais. mais sinon, ce n'est pas du tout arrêté à une typologie d'actifs, hein. Et puis c'est Au vraiment, contraire. entre guillemets, c'est si vous, en tant que membre, vous souhaitez qu'on aille dans une direction ou dans une autre, etc., Mm. le produit de consul est à votre service. En fait, il est là pour répondre à des préoccupations que vous avez, qu'on a tous. Mm. Pas de se faire plaisir pour dire un livre qui servira à rien. Mais Charles a raison, parce que le livre blanc, même par rapport à la réponse utilisateur, etc., on avait si avant décidé de l'orienter bureau parce qu'il fallait bien qu'on prenne une voie. Ouais, c'est ce que Donc, j'ai bien compris sûr. et ressenti à la lecture, mais Tout à fait, mais il faut pas l'idée, faut pas du tout qu'elle s'arrête là et qu'au contraire, C'est ça. on inclut toutes les autres classes d'actifs qui sont également, elles, très touchées par tous ces sujets, hein. La logistique, ça va être bientôt tout ce qui est panneaux photovoltaïques quand même, et toutes les ombrières. Le résidentiel, c'est tous les DPE et autres. Donc non, il y a d'autres sujets qui sont très importants à aussi considérer, hein. D'autres classes d'actifs. Bon, c'est bien. Donc, avec Stam, Alexandra, toi, tu es intéressé par la partie monétisation, par la partie, en fait, entrepôt, donc, notamment. Donc, tu es au cœur Oui. de cette directionnalité. Mais encore une fois, c'est vous qui créez, c'est nous tous qui créons, en fait, ce qu'on veut explorer. Donc, et après, on peut hiérarchiser si ça fait trop de travail après. Mais Alors, on a une remarque justement en lien d'une personne sur la Philog qui a créé une clé de lecture de partage de la valeur sur les propriétaires utilisateurs. Donc, l'économie d'énergie doit contribuer au financement des CAPEX qui permet de la bloquer. Que pensez-vous à la lumière de vos travaux? Alors, on va peut-être pas forcément y répondre là, mais il serait intéressant en effet de faire le lien avec la Philog sur ce sujet. Et ça, peut-être qu'Alex, on pourra le faire, hein, dans Ah une oui, future réunion. ah oui, bah oui, oui, tout à fait. Ah bah complètement. Complètement. Absolument. Merci beaucoup. oui, là, c'est qu'une présentation sommaire et rapide. Évidemment, on vous invite en fait à consulter le livre blanc. Et si ça vous intéresse de creuser certains sujets, comme celui-ci par exemple, ou ceux qu'on vient de citer précédemment, ben, si vous êtes disponible le 31 janvier, ben, venons poser des questions, venez poser des questions et apporter des contributions qui vont faire évoluer tout ça. C'est vraiment un travail collectif. Et c'est ça qui est extraordinaire. On ne se lasse pas avec les membres du groupe d'apprécier
la somme de partage que l'on a et ce que crée en fait cet échange. Moi, je remercie en tout cas ULI pour ça, justement, de pouvoir créer des conditions pour créer un collectif qui est source de création de valeur. Donc, c'est super. Alors, je me permets parce que je vois que Dalila, c'est bien toi, Dalila, qui est connectée. Donc là, on a une banque aussi qui est connectée. Donc ça, je trouve que ça serait intéressant, en effet, d'avoir aussi le regard des prêteurs. Donc peut-être, Dalila, on en reparlera si t'as pas forcément envie de réagir là, mais on pourra en reparler. Et peut-être, Marc Palaï, est-ce que tu as une réaction avec ton angle? Bonjour. J'ai pas de Bonjour, réaction comme Marc. ça, j'ai pas de réaction comme ça flagrante, si ce n'est que je suis très très intéressé dans l'approche aux différentes paires de lunettes qu'on met autour de la table sur cette question, Mhm. parce que je trouve que l'immense difficulté qu'on a aujourd'hui dans notre industrie, c'est de produire des indicateurs qui soient euh, communs à tous. C'est-à-dire qu'on a souvent des indicateurs de la finance ou de la conception ou de la réalisation ou des matériaux, etc. Mais en fait, et quand on prend un indicateur intrinsèque, il est au détriment du reste ou des autres. Et je trouve que la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est de trouver des indicateurs qui soient favorables à toutes les parties prenantes de notre histoire. Et c'est cette difficulté-là que je ressens. Et j'ai encore du mal à percevoir dans le livre blanc et le travail qui a été fait, si finalement le travail, parce que le carbone intrinsèquement prend un certain nombre de considérations, mais pas que. On a bien vu qu'il y a un certain nombre de choses qui sont extra-financières et qui sortent du cadre et qui ont pourtant des externalités positives hyper intéressantes et qui sont difficiles aussi à matérialiser. Et en fait, je m'interpelle et je suis très intéressé à lire le livre blanc que je n'ai pas encore lu pour justement voir concrètement comment cet indicateur ou ces indicateurs arrivent à être pas enfin, qu'on soit favorable à tout le monde et pas seulement, et dont le territoire, hein, Mhm. bien évidemment. C'est That's a- hyper pertinent, Marc. En fait, on s'est posé cette question-là parce que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu dans notre cahier des charges. Je me souviens discuter avec Charles qui disait, mais moi, j'ai des actifs partout en Europe, donc comment on peut arriver à comparer des choses entre elles, hein, qu'elles soient en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, on a fait un petit travail là-dessus qui est certainement perfectible. Au niveau carbone, on s'est beaucoup intéressé à la méthodologie LCBI, qui actuellement est pan-européenne en fait, et qui permet justement de pouvoir comparer des actifs entre eux, quelle que soit leur localisation. Et, ça, c'est assez normé. Sur d'autres indicateurs, ça l'est beaucoup moins, même si ces notions de passeport vont permettre de converger. Donc là, Marc, vous êtes le bienvenu pour aussi apporter vos contributions et nous aider là-dessus, hein. Avec plaisir. Karine, je me permets de rebondir vers toi avec MSCI. Quand tu entends, tu découvres probablement. Oui, c'est intéressant de voir les travaux qui sont faits sur la partie scope 3, parce que c'est justement la partie qui est la plus compliquée. C'est intéressant de voir des indicateurs. Alors, ce qui m'intéresse, c'est maintenant de comprendre l'effort qui est fourni derrière pour construire ces indicateurs-là. Parce que nous, in fine, on est un petit peu consommateur d'indicateurs pour justement faire le lien avec la performance et pouvoir avoir des études de marché. Mais effectivement, déjà sur le scope 1 et 2, déjà la remontée d'informations, elle est déjà difficile aujourd'hui pour les acteurs. Donc, ou le scope 3 de locataire, si je puis dire. Et donc, c'est intéressant de voir aussi tous ces travaux-là. Parce que quand on parle effectivement de valeur verte, de brown discount, c'est évidemment des choses qu'on cherche nous aussi à capter dans les analyses qu'on produit aujourd'hui. Eric, Ah bon, nous, on est hyper intéressés, encore une fois, à voir ces points de vue et ces débouchés. C'est-à-dire que, encore une fois, le but, c'est que ce qu'on fasse tous ensemble, c'est pas juste, il ne s'agit pas de tourner à vite, c'est justement, ça doit s'appliquer, c'est avoir une application concrète, business, pour tous les acteurs qui sont autour de la table, y compris la partie analyse, y et compris on a remonter des jusqu'aux experts, parties. hein, bien sûr.
On a C'est des ça, y experts compris avec remonter jusqu'au Arabella, aspect. là, Marie. Ah oui, Arabella a fait un travail formidable, Et JLL, puis etc. Marie, là, était connectée, elle ne l'est plus, mais bon, on a des experts qu'on intègre, donc Ouais, ouais. très intéressant. Le but, c'est de remonter même jusqu'au SFDR avec l'article 9, comment on fait le lien, comment on peut même apporter un éclairage là-dessus qui est parfois un petit peu flou. Donc, tout ça, voilà, il y a plein de sujets à creuser. Euh, Alors peut-être pour être concret, on arrive à la fin. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour rentrer dans le council ou Eric ou Jiwon, hein, bien entendu, mais je suis peut-être, voilà, vous me connaissez probablement peut-être un petit peu plus. On organise donc on va envoyer une invitation, on organise donc la prochaine session du council sera vraiment tournée vers les case studies. Donc venez participer, contribuer et penser à apporter voilà, donc des case studies sur lesquels on puisse travailler. On va voir comment est-ce qu'on l'organise en virtuel, en physique. On va vous envoyer le lien et puis si vous avez aussi des acteurs que vous connaissez qui souhaiteraient rentrer et participer et contribuer, n'hésitez pas, vous le savez, donc ULI est ouvert à tout le monde et on serait vraiment ravis. Donc nous on essaie vraiment d'avoir, vous le savez, on est multidisciplinaire, d'avoir toute la chaîne de valeur. Donc ça part des établissements publics aux propriétaires, aménageurs, urbanistes, architectes, conseils, évaluateurs, banques, investisseurs. Donc c'est vraiment ce qui fait la richesse en fait des case studies et des angles où chacun pourrait donner une contribution, même sur un case study ou pourrait rebondir sur un case study précis. Donc n'hésitez pas, voilà. Et je sais pas, Eric, si tu veux faire le mot de la fin. Non, moi je le laisserai à Jiwon en fait. C'est en anglais, tu veux le faire, Jiwon? Non. Non, mais voilà, le mot de la fin, c'est tout simplement que voilà, c'est beau d'arriver à travailler collectivement, à apporter chacun voilà, sa note dans cette symphonie de décarbonation qu'on est en train de vouloir créer ensemble. Et on est en train de vouloir gérer la complexité finalement pour le bien du tous, mais également avec des retombées économiques. Et ça demande en fait voilà, de la participation, de la compétence, de la vision, des scénarios business et d'usage. Et ça, on a besoin, voilà, de plus nombreux on est, mieux c'est pour pouvoir en fait avoir un impact collectif ensemble en tant qu'ULA et puis dans nos business respectifs, quoi. Donc encore merci de votre présence et de votre future contribution. Merci beaucoup à tous hein, et à bientôt et belle fête hein, à vous tous. Merci. Bonne Merci fête, bonne beaucoup. année. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et au revoir.